Mon fils n'a jamais su que je gagnais 40 000 dollars par mois. Pour lui, j'ai toujours été cette femme qui partait tôt au travail et revenait le soir, épuisée, préparant le dîner avec ce qu'il y avait dans le frigo. Une vie modeste, sans luxe, sans ostentation. Et c'est comme ça que je voulais que ça se passe. Jusqu'à ce jour où il m'a invité à dîner avec sa belle famille, récemment arrivée d'Asie. C'est alors que j'ai décidé de les tester. Faire semblant d'être exactement ce qu'ils imaginaient, une mère pauvre et naïve, presque un fardeau. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là a secoué la famille de ma belle-fille d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. Et croyez-moi, c'était mérité. Daniel, à 35 ans, me voyait encore comme un simple employé, peut-être une secrétaire au hasard, perdue dans la foule. Je n'ai jamais su que j'avais été directeur d'une multinationale pendant près de 2 décennies. Qui a signé des contrats d'1 million de dollars. Qui a pris des décisions qui ont eu un impact sur des milliers de vies. Mais pourquoi le révéler? L'argent, pour moi, n'a jamais été un trophée à exhiber. J'ai grandi à une époque où la valeur d'une personne se mesurait par sa dignité et non par son solde bancaire. Alors j'ai gardé mon secret. Je vivais dans le même appartement depuis des années. J'ai utilisé le même sac en cuir jusqu'à ce qu'il s'effondre. J'ai acheté des vêtements dans les magasins habituels. Je cuisinais à la maison. J'ai économisé chaque centime. J'ai tout investi. Et je me suis enrichi dans le silence, parce que le vrai pouvoir ne crie pas, observe-t-il. Jusqu'à ce jour. Quand Daniel m'a appelé, sa voix tremblait, comme celle d'un garçon pris en train de mentir. Maman, je dois te demander une faveur. Les parents de Sarah sont ici pour la première fois. Ils veulent te rencontrer. Il y a un dîner samedi. S'il te plaît, viens. Quelque chose dans son ton me dérangeait. Ce n'était pas un fils invitant sa mère. C'était une demande pour que je ne l'embarrasse pas. Pour que je puisse m'adapter à leur modèle. Est-ce qu'ils savent quelque chose de moi? Ai-je demandé calmement. Silence. Puis, la réponse bégayante. J'ai dit que tu travailles dans un bureau, que tu vis seul, c'est simple. Ce qui n'a pas grand-chose. Simple. Comme si ma vie entière pouvait se résumer à ce misérable adjectif. Comme si j'étais un problème à justifier. J'ai pris une profonde inspiration. Trop profond. Bien sûr, Daniel. Je serai là. J'ai raccroché. J'ai regardé mon salon, des meubles anciens mais douillets, des murs sans tableau coûteux, une petite télé. Rien d'impressionnant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, si mon fils me croyait pauvre, si ces gens étaient prêts à juger, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils attendaient. Une femme brisée et maladroite qui se bat pour survivre. Je voulais voir de mes propres yeux comment ils traiteraient quelqu'un sans rien. Je voulais connaître leur vrai visage. Parce que j'étais méfiant. Je soupçonnais que Sarah et sa famille étaient celles qui mesuraient les gens à l'aune de ce qu'ils possèdent et mon instinct ne me trompe jamais. Samedi est arrivé. Porteur la chose la plus moche de ma garde-robe, une robe grise, froissée et informe, comme celle vendue dans les friperies, chaussures usées, pas de bijoux, pas même de montre. J'ai pris un sac en tissu délavé. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval lâche et en désordre. Je me suis regardée dans le miroir. Elle ressemblait à une femme détruite par la vie. Invisible. Parfait. Le taxi m'a déposé devant un restaurant dans le quartier le plus cher de la ville, celui où le menu n'a pas de prix et où chaque table coûte plus que le salaire mensuel d'une personne moyenne. Au fur et à mesure, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, un mélange d'attente et de tristesse. Attente, parce que je savais que quelque chose de grand allait arriver. Tristesse, car une partie de moi espérait encore avoir tort. J'espérais qu'il serait gentil, afin qu'il voie au-delà des vêtements miteux. Mais l'autre partie, celle qui a vécu 40 ans parmi les requins du monde des affaires, savait déjà exactement ce qui m'attendait. La voiture s'est arrêtée. Des lumières chaudes, un portier aux gants blancs, des clients élégants qui entrent. J'ai payé. Je suis descendue. J'ai pris une profonde inspiration. Et je suis entrée. Ils étaient là. Daniel, en costume sombre, chemise blanche,
chaussures brillantes, avait l'air nerveux. À côté, Sarah, ma belle-fille, impeccable dans une robe beige aux détails dorés, des talons hauts, des cheveux raides tombant sur ses épaules. Mais ses yeux n'étaient pas tournés vers moi. Ils étaient fixés à l'entrée, avec une expression tendue, presque gênée. Et puis je les ai vus, ses parents, déjà assis à table, comme des rois sur leur trône. Linda, la mère, portait une robe vert émeraude moulante et brillante, des bijoux autour du cou, des poignets et des doigts. Cheveux noirs attachés en un chignon sophistiqué. Cette beauté froide, calculée et intimidante. À côté, David, le père, en costume gris impeccable, montre géante au poignet, expression sérieuse. Les deux avaient l'air de sortir d'un magazine de luxe. J'avançais lentement, à petits pas, comme si j'avais peur. Daniel m'a vu en premier. Son visage a changé. Les yeux s'écarquillèrent. Il m'a regardé de haut en bas. Je l'ai vu avaler difficilement. Maman, tu as dit que tu viendrais, sa voix était inconfortable. Bien sûr, mon fils. Me voici, je souris timidement, comme une femme qui n'est pas habituée à des endroits comme celui-ci. Sarah m'a accueilli avec un rapide baiser sur la joue, froid, mécanique. Belle-mère. Content de vous voir. Ses yeux disaient le contraire. Il m'a présenté à ses parents sur un ton étrange, presque désolé. Papa, maman, voici Émilie. La mère de Daniel. Linda leva les yeux. Il m'a regardé. Puis, à ce moment-là, j'ai tout vu, le jugement, le mépris, la déception. Ses yeux parcouraient ma robe froissée, mes vieilles chaussures, mon sac en tissu. Je n'ai rien dit. Il a juste tendu la main. Froid. Rapide. Doux. Un plaisir. David a fait de même. Une faible poignée de main, un faux sourire. Ravi. Je m'assis à la place la plus éloignée de la table, comme si j'étais un invité de second ordre. Personne ne tenait ma chaise. Personne ne m'a demandé si j'étais à l'aise. Le serveur arriva avec les menus, élégants, lourds, en français. J'en ai ouvert un et j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Linda m'a regardé. Besoin d'aide avec le menu? Demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Oui, s'il vous plaît. Je ne comprends pas ces mots, ma voix était faible, incertaine. Elle soupira. Il m'a demandé. Quelque chose de simple, dit-il. Quelque chose qui ne coûte pas cher. Marie. Nous ne voulons pas que cette inquiétude lui pèse, qu'elle le détourne de ce qui compte vraiment, son mariage, sa carrière, son avenir avec notre fille. Elle prononça ces mots avec une douceur calculée, comme si elle offrait un conseil maternel plutôt que de poignarder un couteau. Les couverts tintaient contre la fine porcelaine. Le silence à table était épais, presque palpable. Sarah respirait rapidement, ses doigts blancs à force d'être si étroitement enroulés autour de sa fourchette. Daniel m'a regardé avec un mélange de honte et de fureur réprimée, comme s'il voulait crier mais savait que tous les mots qu'il prononcerait seraient utilisés contre lui plus tard. Je comprends, dis-je, toujours avec ce sourire docile, les mains toujours sur mes genoux. Tu as raison, Linda. Personne ne veut être un fardeau. Elle pencha la tête, heureuse d'avoir trouvé une ouverture. Un aveu. Une reddition. Ce n'est pas une question d'être, Émilie. Il s'agit de permettre. Tu es une mère. Il est naturel que Daniel se sente responsable. Mais il a déjà ses propres obligations. Une maison à entretenir, une femme à prendre en charge, peut-être des enfants dans le futur. Elle fit une pause stratégique, laissant le mot enfant flotter dans les airs comme une menace voilée. Ce ne serait pas juste s'il devait partager son énergie, son argent, son temps entre tant de personnes. Maman. La voix de Daniel traversa l'air, sèche comme une fissure. Il arrive. Linda haussa les sourcils, feignant la surprise, comme si elle n'avait pas orchestré chaque mot de ce monologue. Daniel, fils, je suis juste honnête. C'est mieux si nous parlons ouvertement, tu ne penses pas? Sarah mérite un mari qui puisse se consacrer entièrement à elle. Et je méritais une belle-mère qui ne transformerait pas un dîner en salle d'audience, rétorquai-je,
toujours souriante. Le serveur passa, portant un plateau d'assiettes vides. Personne n'a touché à la nourriture. Linda a ouvert la bouche, mais je n'ai pas quitté la place. Tu as tout à fait raison, Linda. Ma voix était douce, presque chantante. Sarah mérite ce qu'il y a de mieux. Et Daniel aussi. Il a toujours été un fils incroyable. Travailleur, responsable, fidèle. Je me suis tournée vers lui, ignorant le poison dans l'air. Tu te souviens, mon fils, de ces années où nous mangions des pâtes et du ketchup pour le dîner parce que c'était ce qui était disponible? Ou quand vos baskets sont trouées et que nous les avons collées ensemble avec du ruban adhésif pour durer encore un mois? J'ai ri, un rire léger, comme si je partageais un joli souvenir. Tu ne t'es jamais plaint. Il n'a jamais demandé plus que ce que je pouvais donner. Et regardez où c'est arrivé. Seul. Daniel déglutit. Sarah leva finalement les yeux, quelque chose comme de la culpabilité brillait en eux. Linda pinça les lèvres. Elle n'aimait pas perdre le contrôle du récit. Je ne dis pas que tu n'as pas fait de ton mieux, Emily. Mais les choses changent. Maintenant, Daniel fait partie de notre famille. Et les familles unies prennent des décisions ensemble. Des décisions comme... Ai-je demandé en penchant la tête comme si j'étais vraiment curieux. Comment s'assurer qu'il n'a pas à se soucier des choses du passé tout en construisant son avenir? Elle tenait le verre de vin et le faisait tournoyer entre ses doigts comme s'il s'agissait d'un sceptre. Par exemple, ce serait tellement plus pratique si vous aviez, disons, un endroit plus convenable pour vivre. Un asile, peut-être. Ou une petite maison dans un endroit calme, loin de la ville. Quelque part où Daniel n'avait pas besoin de se sentir obligé d'aider. La fourchette de Sarah tomba dans son assiette avec un claquement. David, jusque-là muet, toussa inconfortablement. J'ai pris une profonde inspiration. Une colère froide me brûlait les yeux, mais mon sourire ne faiblit pas. Quelle merveilleuse idée, Linda. J'ai ramassé ma serviette et je l'ai pliée soigneusement sur la table. Tu sais, je connais même un endroit comme ça. Très loin d'ici. Cela s'appelle l'enfer. Et je suis sûre que vous l'adoreriez. Ce que j'ai accumulé au fil des années. J'ai fait une pause, laissant le numéro pendre en l'air comme un coup. Et penses-tu, Linda, que j'aurais besoin de tes $700 par mois? Elle déglutit difficilement. Le rougissement monta dans son cou, tachant ses joues d'un rose lait, presque violet. Ce n'était pas une honte. C'était de la colère. Colère d'avoir été dénoncée, d'avoir été sous-estimée, d'avoir joué avec les mauvaises cartes. Je ne savais pas, murmura-t-il, comme si cela changeait quelque chose. Bien sûr, je ne le savais pas, répondis-je doucement, presque affectueusement. Parce que tu ne l'as jamais demandé. Vous me regardez et voyez une femme seule, alors vous supposez automatiquement que je suis faible. Que je suis pauvre. Que je suis un fardeau. Je me suis tournée vers David, qui ressemblait maintenant à un homme sur le point d'être englouti par sa propre chaise. Et toi, David? Pensiez-vous aussi que j'étais un mendiant attendant l'aumône? Il s'éclaircit la gorge, mais aucun son n'en sortit. Ils ne répondent pas? Cela n'a pas d'importance. Je me suis tournée vers Daniel, dont les yeux pétillaient entre la fierté et l'horreur. Mon fils, sais-tu combien coûte la maison où j'habite? Celui que vous trouvez modeste? Je n'ai pas attendu de réponse. Ça coûte 3 fois plus cher que celui-là. Et c'est payant. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque parquet sur lequel vous avez marché lorsque vous êtes venu me rendre visite. Tout ce que je paie avec ma sueur. Pas d'héritage, pas de prêt, pas de petite aide, de belle famille généreuse. Sarah émit un petit bruit, comme si elle avait été giflée. Linda resserra ses doigts autour de la fourchette jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Et tu sais ce qui est le plus ironique? J'ai continué en baissant la voix pour qu'il soit obligé de se pencher pour m'entendre. J'aurais pu donner à Daniel tout ce que tu as donné. J'aurais pu payer la compte pour l'appartement, la lune de miel, la voiture importée. Un rire sec s'échappa de mes lèvres. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que l'argent ne fait pas la dignité.
Et je voulais que mon fils connaisse la valeur des choses avant de les mettre entre ses mains. Daniel était pâle comme un drap. Mère? Non, écoute, dis-je sans dureté, mais sans laisser de place aux interruptions. Je ne voulais pas que tu grandisses en pensant que l'amour peut se mesurer par des chèques ou que le respect peut s'acheter avec des cadeaux coûteux. Je voulais que vous sachiez que rien dans la vie n'est gratuit, sauf peut-être le mépris de gens comme eux. J'ai discrètement pointé Linda et David du menton. Ils t'ont donné de l'argent. Je t'ai donné des racines. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper avec le couteau à dessert que Sarah tient encore, oublié, dans l'assiette. Alors, Linda, repris-je en prenant mon sac calmement, comme si nous parlions de la météo. Votre offre est intéressante. Mais je vais vous faire une contre-offre. Elle leva les yeux, pleine d'espoir comme un animal blessé. La prochaine fois que tu voudras aider, appelle-moi. Je vais vous apprendre à construire quelque chose à partir de zéro. Et non, je ne vais pas vous facturer $700 par mois. J'ai souri, pour la première fois ce soir-là, d'un sourire sincère, presque triste. Je ne facturerai rien. Parce que certaines choses n'ont pas de prix. Je me suis levée. La chaise craqua contre le sol en marbre. Daniel bougea comme s'il allait se lever lui aussi, mais je m'arrêtai d'un geste presque imperceptible. Reste, mon fils. Profitez de votre dîner. Je lui ai légèrement touché l'épaule en passant. Et quand ta femme te demande pourquoi tu es si silencieux, dis-lui que parfois les leçons les plus importantes ne viennent pas des livres, ou des bancs. Je me dirigeai vers la porte avec la posture droite de quelqu'un qui ne doit rien à personne. En croisant Linda, je me suis arrêtée juste le temps de murmurer, si bas qu'elle seule a entendu. Puis, chérie. Maintenant tu penses que je suis une femme qui se bat seule? Je n'ai pas attendu la réponse. Ce n'était pas nécessaire. Le bruit de la porte qui se fermait derrière moi était le meilleur dessert de la soirée. La scène comme si on assistait à l'effondrement d'un empire construit sur des sables mouvants. Chaque larme de Sarah, chaque mot étouffé de Daniel, chaque tremblement dans les mains de Linda étaient des briques tombant d'une façade qu'elle avait elle-même peinte avec le faux or de l'arrogance. Tu as raison, murmura Sarah en s'essuyant les yeux du revers de la main, comme une enfant prise dans un mensonge qui n'était même pas le sien. Je savais. J'ai toujours su à quoi il ressemblait. Mais il est plus facile de fermer les yeux que de leur faire face. Il ne s'agit pas de leur faire face, répondis-je en lui caressant le bras avec une fermeté qui ne laissait aucune place à l'apitoiement sur soi. Il s'agit de choisir de ne pas être comme eux. Chaque jour, Sarah. Chaque jour, vous avez ce choix. Linda laissa échapper un rire sec, presque hystérique, comme si le poids de sa propre hypocrisie l'écrasait contre le mur. Quel beau discours! Quelle belle actrice tu es, Émilie! Mon nom sonnait comme une insulte sur tes lèvres. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un film. C'est la vraie vie, et dans la vraie vie, l'argent parle. Il parlait toujours. Il parlera toujours. Alors écoute attentivement, dis-je en m'approchant d'elle avec un calme qui la rendait encore plus nerveuse. Parce que l'argent parle maintenant. Et tu sais ce qu'il dit? Que vous avez passé des décennies à acheter des choses qui ne répondent pas à vos besoins, à aller dans des endroits qui ne vous acceptent pas vraiment, entouré de gens qui sourient à votre carte de crédit, pas à vous. Je me suis arrêtée, laissant les mots tomber comme des pierres dans un lac immobile. J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais je n'en ai jamais eu besoin pour savoir qui je suis. Et toi, Linda? Vous ne savez même pas qui vous seriez sans lui. David a tenté d'intervenir, mais sa voix était faible, sans conviction. Il arrive. Cela est allé trop loin. Non, corrigeai-je, sans quitter Linda des yeux. Cela ne va pas encore assez loin. Parce qu'il faut comprendre une chose, le problème n'a jamais été que j'étais pauvre. Le problème est que vous ne savez comment traiter qu'avec deux types de personnes, celles qui ont plus que vous ou celles qui ont moins. Et lorsque l'équilibre s'inverse, lorsque vous découvrez que la femme que vous méprisez a plus que ce dont vous avez toujours rêvé, votre monde s'effondre. J'ai souri, pas cruellement, mais avec une véritable tristesse. Et ça, ma chère, ce n'est pas le pouvoir. C'est la prison. Daniel m'a tenu la main,
comme s'il craignait que je parte avant d'avoir pu dire ce qu'il avait besoin de dire. Maman, je ne savais pas. Mon Dieu, je n'avais aucune idée de tout cela. Et je n'avais pas besoin de savoir, répondis-je en lui serrant les doigts. Parce que la valeur d'une personne n'est pas sur le relevé bancaire, elle est ici. J'ai touché sa poitrine, son cœur. Et ici. J'ai posé ma main sur son front. Tu l'as toujours su, au fond. J'avais juste besoin de me souvenir. Linda a reculé d'un pas, comme si je l'avais poussée. Son visage était un masque de colère et de honte, mais il y avait là quelque chose de nouveau, la peur que, pour la première fois de sa vie, elle ne puisse pas acheter sa sortie. Pensez-vous que cela change quelque chose? Défia-t-il, même si sa voix tremblait. Pensez-vous que, simplement parce que vous avez de l'argent, nous sommes désormais égaux? Non, répondis-je en reprenant mon sac, en prenant mon temps. Nous n'avons jamais été les mêmes. Et nous ne le serons jamais. Parce que vous mesurez la vie en chiffres, et moi, je la vis en choix. J'ai regardé Sarah, qui pleurait toujours en silence. Et toi, ma belle-fille, tu devras décider, rester leur fille, ou devenir la femme que Daniel mérite. Sans attendre de réponse, j'ai ajusté le châle autour de mes épaules et me suis retournée pour partir. Mais avant de franchir la porte, je me suis arrêtée. Pas pour eux. Pour moi. Ah, et Linda? Je me suis retournée lentement, avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Le dîner était délicieux. C'est dommage que le plat principal ait été votre dignité. Cette fois, le silence qui suivit n'était pas surprenant. C'était une capitulation. Et lorsque la porte s'est refermée derrière moi, j'ai emporté avec moi la certitude que certaines batailles ne se gagnent pas en criant, elles se gagnent lorsque l'autre écoute enfin. Le montant exact de cette facture que vous avez si généreusement proposé de payer. Daniel me serra fermement la main, comme s'il voulait m'éloigner avant que la situation ne dégénère davantage. Mais je n'ai pas bougé. Pas cette fois. La location est un mot intéressant, tu ne trouves pas? Continuai-je avec un calme qui ne fit qu'augmenter leur malaise. Cela implique une dépendance. Cela implique que quelqu'un a besoin d'un autre pour survivre. Mes yeux se sont fixés sur Linda, qui semblait maintenant blottie sur sa chaise, comme si le poids de ses propres mots l'écrasait. Mais aujourd'hui, qui dépend de qui, après tout? David déglutit. Le téléphone tremblait toujours dans sa main, comme si la notification de la banque était un verdict qu'il ne pouvait pas accepter. C'est temporaire, a-t-il répété, plus pour lui-même que pour nous. Une erreur. Rien de plus. Bien sûr, ai-je accepté avec un signe de tête exagérément compréhensif. Des erreurs se produisent. Ainsi que l'oubli. Comment pouvez-vous oublier que, derrière un sourire poli, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas besoin de votre argent pour être plus que vous ne le serez jamais? Sarah sanglotait doucement, les larmes coulant de manière incontrôlable. Pas pour moi. Pour eux. Parce que, pour la première fois, j'ai vu des parents s'effondrer sous le poids de leur propre masque. Nous ne sommes pas comme ça, essaya Linda, la voix brisée. Vous ne nous connaissez pas. Non, répondis-je en ramassant mon sac avec une lenteur calculée. Mais maintenant vous vous connaissez. Et ça, ma chère, c'est bien pire. Daniel se leva, tirant ma chaise d'un geste protecteur. Allons-y. Je ne me suis pas précipitée. Avant de partir, je me suis arrêtée à côté de Linda, me penchant juste assez pour qu'elle seule puisse entendre. La prochaine fois que vous voudrez juger quelqu'un à son portefeuille, n'oubliez pas, le mien est plus lourd que le vôtre. Et ce n'est pas de l'or, c'est réel. Quand nous sommes partis, l'air nocturne était plus léger. Daniel inspira profondément, comme s'il avait retenu son souffle toute la nuit. Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-il. Oui, j'en avais besoin, répondis-je en passant mes doigts le long de son bras. Parce que maintenant ils le savent. Et toi aussi. Il m'a regardé, confus. Vous savez quoi? Que leur sang est peut-être bleu, mais que le nôtre est chaud. Et c'est finalement ce qui compte. Message. Le tout provenant du même expéditeur, mon avocat. Le premier, envoyé pendant le dîner, était concis, ils ont signé.
Tout est en ordre. Le second, plus récent, contenait un détail qui m'a fait sourire. Monsieur Whitmore a essayé de négocier les conditions jusqu'à la dernière minute. Il n'a pas voulu bouger d'un centime. Et la troisième, envoyée il y a quelques minutes à peine, était une question sèche. Voulez-vous que je les informe du don anonyme à l'association caritative de Sarah demain? J'ai remis le téléphone dans mon sac, pendant que le chauffeur me regardait dans le rétroviseur, curieux. Ce n'était pas tous les jours qu'une femme sortait d'un restaurant de luxe les yeux brillants de satisfaction après une dispute familiale et en plus elle demandait à être emmenée dans un quartier modeste, où les rues n'avaient pas de nom sur des plaques de marbre. « Tu es sûr de l'adresse ?» a-t-il demandé avec méfiance en entrant la destination dans le GPS. J'ai. Si tu veux un pourboire supplémentaire, ne dis à personne où tu m'as laissé. Il rit, pensant que c'était une blague. Ce n'était pas le cas. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble ancien, à la façade écaillée, mais aux vitres éclairées par une lumière chaude. Je suis descendu, j'ai payé en espèces toujours en espèces et j'ai monté les escaliers d'un pas ferme. Je n'avais pas besoin de frapper. La porte s'ouvrit avant que ma main ne touche la poignée. « Je savais que tu viendrais, » dit la voix rauque de Clara, mon ancienne professeure de mathématiques, aujourd'hui directrice du refuge. Elle a tenu mon visage entre ses mains ridées et m'a regardé comme seul quelqu'un qui t'a vu grandir sait comment le faire. « Votre œil est-il enflé à force de pleurer ?» Riant, répondis-je en la serrant fort dans mes bras. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont perdu. Clara m'a entraînée à l'intérieur, où l'odeur de la soupe maison se mêlait au rire des enfants. À la cafétéria, les enfants de tous âges mangeaient à de longues tables, tandis que les bénévoles servaient davantage de portions. L'un d'eux, un adolescent aux tresses défaites, m'a reconnu et m'a fait un signe timide. « Tu es de retour !» a-t-elle crié, et bientôt d'autres voix se sont jointes à moi, répétant mon nom comme une chorale. Je m'assis à table avec eux, acceptant un bol de soupe et un morceau de pain dur. Il n'y avait pas de nappe en lin ni de verre en cristal, mais il y avait quelque chose qu'aucun restaurant étoilé ne pouvait offrir, la certitude que là, entre ces murs usés, l'argent servait à autre chose qu'à remplir les égos. Ils pensent qu'ils sont meilleurs parce qu'ils ont plus, dis-je, plus pour moi-même que pour Clara, tandis que je regardais les enfants jouer avec de la chapelure. Mais ils oublient que la vraie richesse n'est pas de devoir prouver qu'on l'a. Clara sourit, sachant exactement à qui je faisais référence. « Et toi ?» a-t-elle demandé en me servant encore de la soupe. « As-tu essayé quelque chose aujourd'hui ?» J'ai prouvé que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure. J'ai soupiré en passant mes doigts le long du bord ébréché de l'assiette. Et qu'en fin de compte, le seul héritage qui mérite d'être laissé est celui qui tient dans la poitrine des autres. Elle n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Le bruit des cuillères frappant les assiettes et les rires des enfants en disaient long. Quand je suis partie, quelques heures plus tard, la matinée était silencieuse. Le pilote de l'application que j'ai appelé m'a regardé étrangement lorsqu'il a vu l'adresse d'un quartier chic sur le GPS. « Vous n'êtes pas d'ici ?» osa-t-il en accélérant. « Non », répondis-je en m'appuyant sur le banc. « Mais ils ne viennent pas non plus de nulle part. » Il n'a pas compris. Cela n'avait pas d'importance. Je suis arrivée à la maison au moment où le ciel commençait à s'éclaircir. L'appartement était petit, mais chaque objet avait une histoire, le canapé acheté lors d'une vente, la bibliothèque pleine de livres usés, la tasse à thé que Daniel m'a offerte quand j'avais 8 ans, faite en argile dans un cours d'art. Rien de luxueux. Rien d'ostentatoire. Juste des choses qui comptaient. J'ai enlevé mes chaussures les mêmes que je portais pour dîner, maintenant sales par la poussière de la rue et j'ai allumé la bouilloire. Pendant que l'eau chauffe, j'ouvre la fenêtre. L'air du matin transportait l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin, le même pain que j'achetais depuis des années, bien avant tout héritage ou investissement réussi. J'ai repris le téléphone. Cette fois, il ne s'agissait pas de message de l'avocat, mais d'une notification de la banque, transfert terminé. Solde mis à jour. J'ai souri quand j'ai vu la valeur. Non pas à cause du montant, mais à cause de ce qu'il représentait, la liberté. La liberté de choisir quand se taire et quand parler. De décider qui valait mon temps et qui n'était rien de plus qu'un nombre sur une feuille de calcul. La bouilloire siffla.
J'ai éteint le feu et versé le thé dans la tasse en argile, sentant la chaleur se propager dans mes mains. J'ai pensé à Daniel, à Sarah, à la nuit qui avait été et au jour qui viendrait. Ils devraient faire face aux conséquences de leur choix tout comme j'ai fait face aux miens. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie désolée. Ni de Linda, ni de David, ni même de Sarah. Parce que la piété, après tout, est un luxe que seuls ceux qui n'ont jamais eu besoin de rien peuvent se permettre. Et moi? J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Mon refuge? Pas un palais de marbre et d'or, mais un coin où chaque objet avait une histoire, chaque égratignure sur le bois racontait une bataille, chaque livre sur l'étagère contenait une leçon. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai poussé un soupir que je ne savais même pas que je retenais. La nuit avait été longue, mais nécessaire. Comme un feu qui brûle les branches sèches pour que la terre puisse à nouveau respirer. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. 3 messages clignotaient encore sur l'écran, insistants. Celui de Sarah, implorant pardon, était toujours là, comme une ombre qui refuse de se dissiper. Je pourrais répondre. Il pourrait céder à la tentation d'atténuer sa culpabilité avec des mots vides de sens, ou de lui jeter à la figure tout ce qu'il avait entendu à cette table. Mais non. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Parce que ma vérité n'était pas une arme à utiliser dans le feu de la colère. C'était un miroir. Et les miroirs ne sont utiles que lorsque la personne est prête à regarder. J'ai gardé le téléphone dans le tiroir de la table basse, où étaient conservées les choses qui n'exigeaient pas d'une réponse immédiate. Demain. Ou après. Ou jamais. Le temps nous le dira. Le chauffeur de taxi avait raison, j'avais dit ma vérité. Et cela avait résonné dans ces salles dorées comme un coup de feu. Mais le bruit s'était déjà dissipé. Désormais, il n'y avait que le silence, ce lourd silence qui survient après la rupture d'un accord tacite, après avoir déchiré le masque que chacun portait pour se protéger. Ils allaient devoir vivre avec. Avec honte. Avec doute. Avec la certitude que, désormais, chaque rire forcé, chaque fausse salutation, chaque geste calculé aurait le goût amer de cette nuit-là. Et moi? J'allais dormir. J'ai enlevé mon manteau et l'ai accroché au porte-manteau en métal, le même que j'avais acheté dans une brocante il y a plus de 10 ans. En passant par la cuisine, j'ai réchauffé le reste du thé qu'il me restait dans la bouilloire. La vapeur montait en spirale, comme si elle emportait avec elle les derniers restes de tension. Je m'assis à table, mes mains enroulées autour de la tasse, sentant la chaleur pénétrer mes os. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de télévision. Juste le son de ma propre respiration, lente, contrôlée, comme si le corps savait qu'après la tempête, il était temps de jeter l'ancre. J'ai pensé à Daniel. Mon fils. Il comprendrait. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Parce qu'il avait hérité de moi bien plus que son nom de famille ou ses yeux marrons, il avait hérité de la capacité de voir au-delà des apparences. Et quand il a su, quand il a vu ce que j'avais vu, il ne m'a pas jugé. Il saurait que certaines batailles ne se livrent pas avec des cris, mais avec le silence. Pas avec des coups de poing, mais avec des choix. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. J'ai ouvert le rideau et j'ai regardé la rue en contrebas, éclairée par des lampadaires jaunes. La ville ne dormait pas, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de fermer les yeux et de savoir que lorsque je les rouvrirais, le monde serait toujours là avec ses hypocrisies, ses injustices, ses petites cruautés. Et je le serais aussi. Ferme. Inébranlable. Non pas parce qu'il était meilleur que quiconque, mais parce qu'il avait appris, à ses dépens, que la seule monnaie qui vaille la peine d'être accumulée est l'intégrité. Je me suis allongée sur le lit, le drap en coton usé par le temps, et j'ai éteint la lumière. Dans le noir, j'ai fermé les yeux et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de triomphe. C'était plus profond que ça. C'était le sourire de quelqu'un qui sait que, parfois, la plus grande victoire n'est pas de battre les autres, mais de ne pas se laisser battre par eux. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie sans poids sur la poitrine. Parce que la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est la certitude que lorsque la guerre éclatera, vous ne baisserez pas la tête. Je te regarderai dans les yeux. Et vous direz,
Sans peur et sans masque, je sais qui je suis. Cet espace était le mien. Vraiment le mien. Pas acheté pour impressionner, pas décoré pour se montrer. Juste un refuge où je pourrais être moi-même sans masque, sans prétention. J'ai enlevé mes chaussures usées, cette robe grise froissée qui portait le poids d'une nuit de bataille silencieuse. Je portais des vêtements doux, de vieux pyjamas, usés par le temps, mais pleins de souvenirs que moi seul connaissais. J'ai préparé du thé, j'ai laissé la vapeur monter comme un soupir de soulagement. Je me suis assis sur le canapé, j'ai allumé la télévision des informations, des bruits sans importance. J'ai raccroché. Je restais silencieux, laissant mes pensées s'installer, mes émotions trouver leur place. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Libre du fardeau de plaire, libre du silence imposé, libre de la tolérance étouffante, libre d'être inférieur à ce que j'étais. Parce que cette nuit n'avait pas seulement exposé Linda et David. Je m'étais libérée des attentes des autres, des jugements qui m'emprisonnaient, du besoin de cacher qui j'étais vraiment. Et cela n'avait pas de prix, cela valait plus que n'importe quel montant sur mon compte bancaire. Le téléphone portable vibra sur la table. Autre message, cette fois de Daniel. Maman, tu es bien rentrée? Sourire. J'ai répondu rapidement, oui, mon fils. Je suis arrivé parfait. Je suis à la maison, je me repose. La réponse a été instantanée, je t'aime. Merci pour tout. D'être qui tu es, de m'avoir appris, de ne jamais abandonner. J'ai fermé les yeux. Une larme tomba non pas de tristesse, mais de soulagement, d'amour, de gratitude si profonde que cela faisait mal. J'ai tapé, je t'aime aussi. Toujours. J'ai gardé le téléphone. J'ai bu le thé, maintenant tiède, et j'ai regardé autour de moi, mon simple appartement, mon sanctuaire, ma vérité. Et sourié. Parce qu'en fin de compte, peu importe combien d'argent j'avais. Peu importe le chemin parcouru dans sa carrière. Ce qui comptait, c'était ceci, ce moment, cette paix, cette honnêteté avec elle-même. Je me suis réveillée tôt dimanche, comme toujours. 40 années de travail avaient entraîné mon corps à se réveiller avec le soleil, même les jours de congé. Je préparais un café fort, sans sucre, et m'assis près de la fenêtre avec la tasse chaude à la main. J'ai vu la ville se réveiller, les marchands ouvrant leurs stands, les gens se précipitant quelque part. La vie continuait, indifférente au drame personnel. Le téléphone sonna. Numéro connu. Daniel. J'ai répondu, bonjour, mon fils. Sa voix était fatiguée. Maman, j'ai besoin de te parler. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que c'était? Sarah et moi avons parlé toute la nuit. Ses parents étaient là. C'était intense. J'ai pris une gorgée de café en attendant. Il a poursuivi, après ton départ, je suis retournée au restaurant. Linda et David étaient toujours là, essayant de faire fonctionner les cartes. C'était humiliant pour eux. Sarah était une épave, elle pleurait, et j'étais furieux. Plus que je ne l'ai été depuis des années. Je restais silencieux, le laissant organiser ses propos. Je t'ai dit tout ce que je ressentais. J'ai dit que j'avais honte d'eux, qu'ils te traitaient comme de la saleté, que ce comportement était inacceptable et que je ne le tolérerais plus. Et qu'ont-ils dit? Ai-je demandé en serrant plus fort la tasse. Au début, Linda a essayé de se justifier. Elle a dit qu'il voulait juste protéger Sarah. Qu'il voulait s'assurer qu'elle avait une famille stable. Qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. David a dit que j'exagérais. Que c'était un dîner normal. Que sa réaction était disproportionnée. Je laisse échapper un rire sec. Typique. Mais ensuite Sarah l'a dit. Sa voix trembla. Elle a dit que ses parents avaient tort. Qu'ils avaient été cruels. Qu'elle avait vu chaque commentaire, chaque regard, chaque insulte déguisée, et qu'elle avait honte d'être leur fille. Souriez légèrement. C'est bien. Ça veut dire qu'elle se réveille. Linda était hystérique. Elle criait que Sarah était ingrate, qu'ils s'étaient sacrifiés pour elle, qu'ils avaient donné la meilleure vie possible, qu'elle n'avait pas le droit de les juger.
David nous soutenait. Elle a dit que vous nous manipuliez. Que vous aviez tout mis en place pour les faire mal paraître. Je secouai la tête. Bien sûr. C'est ma faute. C'est ce qui les a rendus encore plus en colère, poursuivit Daniel. Je t'ai dit qu'ils avaient raison. Que tu avais tout prévu, mais qu'ils sont tombés dans le piège parce que c'est ce qu'ils sont. Parce qu'ils traitent mal ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Que tu leur as seulement donné l'occasion de faire leurs preuves, et ils l'ont fait parfaitement. Bien dit, marmonnai-je. J'ai appris des meilleurs. Il y eut un silence. Puis il a continué, maman, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai pris une décision hier soir. Sarah et moi fixerons des limites avec ses parents. Nous ne couperons pas les liens, mais nous serons clairs, pas de commentaires sur l'argent, pas de comparaison, pas de tentative de contrôler nos vies. S'ils ne les respectent pas, ils devront en assumer les conséquences. Et ils ont accepté? J'ai demandé. Non, répondit-il. Ils sont partis furieux. Ils ont dit que nous étions ingrats. Qu'un jour nous le regretterions. Que lorsque nous aurons besoin d'aide, ils ne seront pas là. David a dit qu'il allait repenser le testament. Linda a dit que Sarah avait choisi la mauvaise famille. Je secouai la tête. Chantage émotionnel. Dernier recours pour ceux qui n'ont pas d'argument. Mais ça n'a pas marché, a déclaré Daniel. Sarah a tenu bon. Moi aussi. Ils ont quitté le restaurant sans se dire au revoir, sans se retourner. Et, honnêtement, maman, je me suis sentie soulagée. Comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Parce qu'il est parti, dit-il. Le poids de vivre selon leurs attentes, sous leur contrôle. Vous pouvez désormais construire votre vie, comme vous le souhaitez, pas comme ils vous le disent. Merci, maman, sa voix était émue. Merci d'avoir fait ce que vous avez fait hier. Je sais que c'était difficile. Je sais que c'était inconfortable. Mais nous avions besoin de voir. J'avais besoin de voir qui ils étaient vraiment. Et Sarah avait besoin de voir qu'il existe une autre façon de vivre. Plus honnête. Plus authentique. De rien, mon fils. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Il hésita. Il y a encore une chose. Sarah veut venir te voir. Elle veut s'excuser en personne. Elle veut te parler. Pas comme une belle fille qui essaie d'être gentille, mais comme une femme qui essaie d'apprendre. Qu'en penses-tu? J'ai réfléchi un instant. Dites-lui qu'elle peut venir. Mais pas aujourd'hui. Donnez-lui quelques jours. Laissez-la réfléchir. Laissez-la réfléchir à ce qu'elle veut dire. Les excusatives sont creuses. Les excuses qui prennent du temps sont réelles. Je vais lui parler, a-t-il promis. Maman, encore une chose. Comment vas-tu après tout? Comment te sens-tu? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil était déjà levé, illuminant la ville. Je vais bien, répondis-je. Mieux que bien. Je suis en paix. Parce que j'ai enfin dit tout ce que j'avais à dire. Je ne regrette rien. Je suis heureux d'entendre cela, a déclaré Daniel. Je t'aime. Je t'aime aussi. Repose-toi. À plus tard. J'ai raccroché. J'ai fini le café, maintenant froid. Je me suis levée. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais oublié, marcher sans destination, sans me précipiter, marcher et réfléchir. Je portais des vêtements confortables, un jean usé, un chemisier simple, des baskets usées. J'ai les clés. Je suis partie. Les rues étaient vivantes, les familles qui marchaient, les enfants qui couraient, l'odeur du pain frais qui sortait des boulangeries. La vie, dans son essence la plus pure, a continué. Et, pour la première fois depuis des années, moi aussi. Des enfants courent, des couples se tiennent la main, des vendeurs proposent de la nourriture. L'arôme du pain frais remplissait l'air, chaud et réconfortant. Je me suis dirigée vers le parc voisin, celui devant lequel je courais toujours sans jamais le voir. Je me suis assis sur un banc en bois, usé par le temps et les éléments. Et j'ai regardé. Des gens passaient,
des mères avec des poussettes, des personnes âgées qui discutaient, des jeunes qui riaient sans raison apparente. Et puis quelque chose m'a frappé comme un coup de mais profond. La plupart de ces visages ne pouvaient pas avoir grand-chose. Ils vivaient de chèque de paie en chèque de paie, de sueurs quotidiennes, de factures qui ne finissaient jamais. Et pourtant, riaient. Ils se sont embrassés. Ils savourèrent ce moment comme si c'était le dernier. Comme si le bonheur ne dépendait que de cela, du soleil sur le visage, de la compagnie à ses côtés, du pain partagé. J'ai pensé à Linda et David, avec leurs comptes bancaires gonflés, leurs propriétés dispersées dans le monde entier, leurs bijoux qui coûtent plus cher que ce que beaucoup de ces personnes gagneraient au cours de leur vie. Seraient-ils vraiment heureux? Ou simplement occupés à se prouver quelque chose? En comblant un vide avec des choses qui ne pourront jamais acheter ce qui compte vraiment, un respect qui ne s'achète pas, un amour qui n'a pas de prix, une paix qu'aucune carte de crédit ne peut garantir. Une femme âgée s'est assise à côté de moi avec un léger soupir, comme si le banc était une vieille connaissance. « Bonjour, dit-il, et son sourire plissa encore plus le coin de ses yeux. « Bonjour, répondis-je. Belle journée, n'est-ce pas? » Elle regarda devant elle, où des pigeons picoraient les miettes éparpillées sur l'herbe. « Très beau, ai-je accepté. » Il sortit un sac de pain de la poche de son manteau usé et commença à les nourrir, avec des gestes lents et précis. « Je viens ici tous les dimanches, dit-il sans quitter les oiseaux des yeux. C'est mon moment de paix avant que la folie de la semaine ne commence. J'ai compris cela comme si elle avait lu mes pensées. J'avais aussi besoin d'un moment comme ça, ai-je admis. Dure semaine? Plus ou moins. Une nuit difficile. Elle hocha la tête, trop sage pour demander des détails. Parfois, une seule nuit change tout. C'est vrai, murmurai-je. Il se tournait vers moi et ses yeux clairs, fatigués, mais brillants semblaient voir à travers moi. Puis-je vous donner un conseil que personne n'a demandé? Sourire. Bien sûr. Il montra les pigeons. Regardez-les. Certains sont grands, d'autres petits. Certains ont de belles plumes, d'autres sont débraillés. Mais ils mangent tous le même pain. Ils partagent tous le même espace. Personne ne pense qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est une belle métaphore, ai-je commenté. Ce n'est pas une métaphore, corrigea-t-il sèchement. C'est vrai. Nous sommes les seuls animaux à inventer de fausses hiérarchies, à mesurer la valeur par des choses extérieures. Les pigeons ne faisaient pas ça. Ils vivaient simplement. Ils l'étaient tout simplement. Nous devrions apprendre d'eux, a-t-il ajouté. Le rire est sorti spontanément. Tu devrais l'enseigner à certaines personnes que je connais. Elle rit aussi, d'un rire rauque et chaleureux. Ah, ma chérie. À mon âge, je n'enseigne plus. Je me contente d'observer et de partager ce que je vois. Mais la plupart des gens n'écoutent pas. Ils étaient trop occupés à courir, faire du shopping, concourir, oubliant qu'en fin de compte, nous finissons tous au même endroit. Avec ou sans argent, avec ou sans bijoux, avec ou sans propriété, nous nous transformons en poussière, a-t-elle déclaré. Comme c'est philosophique, ai-je commenté. Comme c'est réaliste, a-t-il ajouté. J'ai vécu 82 ans. J'ai tout vu. Et je peux vous dire une chose, les gens les plus malheureux que j'ai connus étaient ceux qui avaient plus. Parce que ce n'était jamais assez. Ils voulaient toujours plus. Toujours en compétition, toujours en comparant. Et ils sont morts sans jamais avoir vraiment vécu. Sans vraiment aimer. Sans être vraiment. Ces paroles résonnaient en moi comme si elles avaient fait ressortir quelque chose que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais pu nommer. Merci, dit-elle sincèrement. Pour me le rappeler. Elle me serra la main, la peau fine et chaude. Ce n'est pas pour ça, ma chère. Ce qui compte n'est pas ce que vous avez ou n'avez pas. C'est la façon dont vous traitez les autres, c'est ce qui reste. Cela transcende. C'est le seul héritage qui mérite d'être laissé. Elle se leva lentement et mit le sac vide dans son sac. Passez un beau dimanche. Toi aussi, répondis-je. Je l'ai regardé s'éloigner, une petite femme, courbée par l'âge, les vêtements et les chaussures usées, mais avec plus de sagesse dans sa démarche que tous les Linda et David de ce monde réunis.
Et j'ai ressenti de la gratitude. Gratitude pour cette rencontre, pour ce rappel, pour cette vérité si simple et si puissante. Je suis restée plus longtemps sur le banc, laissant ces paroles s'imprégner, se mêlant à mes propres pensées, à mes propres choix. Jusqu'à ce que j'arrive à une conclusion, je n'avais aucun regret. Pas un mot, pas un geste. Parce que tout ce que j'ai fait cette nuit-là était nécessaire. Libérateur. Honnête. Et l'honnêteté, même si elle fait mal, est toujours la bonne voie. 3 jours se sont écoulés avant que Sarah ne frappe à ma porte. 3 jours de silence, de digestion, de réflexion. Lorsque l'interphone a sonné ce mercredi après-midi, j'ai su de qui il s'agissait avant même de répondre. Je l'ai ouvert. Elle était là, pas de maquillage, ses cheveux en queue de cheval sans prétention, un jean et un simple chemisier, pas de bijoux, pas de talent. Cela avait l'air fragile. Très différente de la femme qu'il avait vue au restaurant. « Belle-mère, dit-il à voix basse. Puis-je entrer ? Je m'écartai pour céder le passage. Entre. Il marchait lentement, comme si chaque pas pesait plus que d'habitude. Ses yeux parcouraient l'appartement, le salon simple, les meubles anciens, les murs sans tableaux coûteux. Elle s'est assise sur le canapé quand je lui ai fait signe, et je me suis assis devant elle, prenant mon temps, la laissant trouver ses mots. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il finalement avoué. Commencer là où ça fait le moins mal, répondis-je. Il inspira profondément, ses mains tremblant sur ses genoux. Je suis venue m'excuser. Mais pas seulement avec des mots. Je suis venue expliquer pourquoi mes parents sont comme ça, et pourquoi je suis restée silencieux si longtemps. Et puis, la voix brisée, il se mit à compter. Je les regardais alors que les mots sortaient d'elle, non pas comme des excuses, mais comme une confession libératrice. Je devais me connaître pour savoir à qui j'avais affaire, a-t-elle déclaré, ses yeux brillant d'une clarté que je n'avais jamais vue auparavant. Et je sais, répondis-je sans détour. Et je vous en remercie. Parce que votre honnêteté brutale m'a sauvée. Un lourd silence s'installa entre nous. Cela m'a évité de devenir mère. De perpétuer ce cycle. D'enseigner à mes enfants que la valeur des gens se mesure à ce qu'ils ont. Ce n'était pas une gratitude superficielle. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui avait échappé à un abîme sans fond. Et tes parents ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse avant qu'elle n'ouvre la bouche. Sarah expira, comme si elle portait le poids des années en un seul souffle. Linda ne m'a pas parlé depuis 3 jours. David m'a envoyé un texto pour me dire que je l'avais laissé tomber. Que j'avais choisi des étrangers plutôt que mon propre sang. Qu'un jour je le regretterais. Elle fit une pause, comme si elle attendait que la culpabilité la frappe. Mais ce n'est pas venu. Tu sais ce qui est bizarre ? Je n'éprouve aucun remords. Je ressens un soulagement. C'était tout. La liberté qui ne vient que lorsque nous coupons les liens qui nous étouffent. Alors tu as fait le bon choix, dis-je sans l'ombre d'un doute. Elle hocha la tête, ses doigts désormais stables sur ses genoux. Daniel et moi avons fixé des limites. Nous leur avons dit qu'ils pouvaient faire partie de nos vies, mais seulement s'ils nous respectent. S'ils respectent nos décisions. S'ils arrêtent d'essayer de nous contrôler avec de l'argent ou du chantage émotionnel. Et s'ils ne le peuvent pas, ils devront accepter une relation distante. Et comment ont-ils réagi ? Ai-je demandé, même si j'avais déjà imaginé le scénario. Gravement. Sa voix se durcit, mais pas par colère, par une profonde tristesse, du genre que seuls ceux qui aiment vraiment sont capables de ressentir. Linda a dit que nous étions ingrats. Qu'ils avaient tout sacrifié pour moi. David a menacé de me déshériter, de couper toute aide financière, comme si c'était la seule chose qui comptait pour nous. Comme si notre amour pour eux dépendait de leur argent. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Non pas avec haine, mais avec une lucidité douloureuse. Il le croit, murmurai-je. Croyez-le, répéta-t-il, comme si le mot lui brûlait la langue. Ils pensent que leur valeur est dans leur portefeuille. C'est tragique. Ses yeux se perdirent un instant, comme si elle voyait au-delà des murs de ma chambre, au-delà des années de mascarade. Ils ont tellement de choses et ne profitent de rien. Ils accumulent, rivalisent, se montrent,
Mais ils ne se demandent jamais s'ils sont heureux. S'ils ont la paix. S'ils ont de vraies relations. Ils ne comptent que sur l'immobilier et se sentent victorieux, alors qu'à l'intérieur ils sont vides. Le silence qui suivit était plein de sens. Jusqu'à ce qu'elle me fasse face, droit devant, sans cligner des yeux. Belle-mère, je peux te demander quelque chose? Il le peut. Je veux apprendre de toi. Cela m'a pris par surprise. Non pas à cause de la question, mais à cause de la sincérité avec laquelle elle a été posée. Je veux que tu m'apprennes à vivre dignement. Être riche sans avoir à le montrer. Avoir la paix au milieu du chaos. Être fort sans être cruel. Sa voix ne tremblait plus. Il était ferme, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé le chemin. Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose en toi que je n'avais jamais vu chez mes parents. J'ai vu des cours. J'ai vu un vrai pouvoir. J'ai vu une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. J'ai souri, non par vanité, mais parce que j'ai reconnu chez cette jeune femme la soif de quelque chose que j'avais moi-même recherché depuis si longtemps. Sarah, je ne peux pas enseigner ça, dit-il doucement. Ça s'apprend en vivant. Faire des erreurs. Chut. Se lever. Ce que je peux faire, c'est partager mon expérience et vous prévenir, le chemin n'est pas facile. Vous ferez face à des critiques, des jugements, des gens qui ne comprendront pas pourquoi vous avez choisi de vivre différemment. Mais si vous restez fidèle à vous-même, si vous vivez selon vos valeurs, vous trouverez la paix. Et cette paix, ma chère, vaut plus que n'importe quel chiffre sur un compte bancaire. Elle n'a pas hésité. Je vais essayer. Pas seulement pour Daniel. Pour moi. Parce que je mérite de vivre sans cette pression constante, sans ce besoin d'impressionner, sans cette corde de ne jamais être assez. Alors fais-le, répondis-je. Mais pas tout d'un coup. Lentement. Commencez par remettre en question vos habitudes, vos achats, vos motivations. Avant chaque décision, demandez-vous, est-ce pour moi ou pour les autres? Est-ce que cela m'apporte la paix ou juste l'apparence? Sarah hocha la tête, enregistrant chaque mot comme s'il s'agissait d'instructions de survie. Et mes parents, tu penses qu'ils vont changer? Je les regardais honnêtement. Je ne sais pas, changer nécessite de reconnaître un problème. Et ils ne croient pas en avoir un. Ils pensent que le monde ne va pas, que les gens sont ingrats, qu'ils sont des victimes. Jusqu'à ce qu'ils voient cela, aucun changement n'est possible. Elle baissa les yeux pendant un moment, mais lorsqu'elle leva les yeux, il y avait de la détermination en eux. Mais je peux changer. Je peux briser ce cycle. Oui, ai-je confirmé. Et ce sera le cas. Je le ferai, promit-il, avec une conviction venue de quelque part profondément. Avec l'aide de Daniel. Et si possible, avec le vôtre aussi. Vous n'avez pas besoin de mon aide, corrigeai-je doucement. Vous avez besoin de votre propre nord. Cette voix qui savait toujours ce qui était juste, mais que tu as fait taire pendant des années pour plaire aux autres. J'ai montré sa poitrine. Écoute-la. Faites-lui confiance. Suivez-la. Sarah essuya les dernières larmes du revers de sa main. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de soulagement. Merci, belle-mère. Pour tout. Pour la patience, pour l'honnêteté, pour ne pas nous abandonner. Il n'y a pas de quoi être reconnaissant, dis-je en me levant pour la serrer dans mes bras. Promets-moi juste une chose. Rien. Quand vous avez des enfants, apprenez-leur la valeur des personnes et non le prix des choses. Enseignez l'empathie, l'humilité, la gentillesse, des choses qui ne coûtent pas d'argent mais qui valent tout. Elle me tenait fermement les mains. Je le promets. De tout mon cœur. Et puis nous nous sommes embrassés. Un vrai câlin. Chaud, pas de masque, pas de performance, juste deux femmes qui se reconnaissent dans le même combat, dans la même recherche de quelque chose de réel. Lorsque Sarah est partie une heure plus tard, elle a emporté avec elle quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter, l'espoir. J'ai fermé la porte derrière elle et je suis retournée au canapé, regardant autour de moi mon simple appartement, les meubles patinés, les murs nus, la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers la fenêtre. Sourire. Parce que c'était suffisant. C'était tout. Un espace honnête. Une vie authentique.
Des relations qui ne dépendaient pas des intérêts. Je n'avais pas besoin de plus. Je n'en ai jamais eu besoin. Mon téléphone portable vibrait sur la table. C'était un message de Daniel. Maman, Sarah m'a parlé de la visite. Merci de l'avoir reçu. De l'avoir écouté. De lui avoir donné une chance. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. J'ai répondu sans hésitation. Je t'aime aussi, mon fils. Toujours. J'ai gardé le téléphone. J'ai préparé du thé. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé le ciel devenir orange et rose, comme si l'univers lui-même célébrait ce moment de clarté. Et là, entre la vapeur de la tasse et le crépuscule, j'ai compris quelque chose qu'aucune richesse matérielle ne pouvait acheter. La véritable abondance ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans la façon dont vous vivez ce que vous avez. C'est dans la paix que vous ressentez lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller. Chez les gens qui restent quand tout le reste s'effondre. Dans la capacité de se regarder dans le miroir et de reconnaître sans peur, sans honte qui vous êtes. Linda et David avaient des millions. Mais j'avais ceci, la tranquillité d'une conscience tranquille, l'authenticité d'une vie sans masque, l'amour inconditionnel d'un fils qui a choisi de m'avoir non par obligation, mais par affection. Et cela m'a rendu infiniment plus riche que. Je n'avais plus besoin de faire semblant d'être pauvre. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'avais appris ce que je devais apprendre. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Libérer ce qui devait être libéré. Ils sont restés ce qu'ils étaient, riches en biens, pauvres d'âme. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais dit ma vérité. J'ai établi mes limites. J'ai protégé ma paix. Et, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais besoin d'être personne. C'était tout simplement le cas. Émilie. Mère. Exécutif. Femme. Survivant. Guerrier. Riche de tout ce qui comptait vraiment. Et ça, mon Dieu, c'était plus que suffisant. C'était tout.